Bonjour à tous. 32 300 officiellement ce week-end contre 28 600 la semaine dernière. Si on se fie aux chiffres officiels, la mobilisation est en légère hausse ce week-end, mais quand on regarde sur un temps un petit peu plus long, elle n'arrête pas de décliner. C'est en tout cas ce que montrent les chiffres officiels. Alors question, souhaitez-vous la fin du mouvement des Gilets jaunes? C'est la question qu'on se pose ce matin. Et voyez, c'est la question également qu'on vous pose sur Twitter. Vous pouvez continuer à voter et à commenter sur Twitter, donc hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Bonjour Luc Rouban. Alors Luc Rouban est un des spécialistes, le spécialiste du mouvement des Gilets jaunes, en tous les cas au CEVIPOF, qui est le centre d'études de l'opinion de Sciences Po. Vous avez fait une synthèse sur ce mouvement des Gilets jaunes. On va s'appuyer dessus pour justement voir ce qui s'est passé ces dernières heures. On a vu, tout le monde a été, il faut quand même le dire, sidéré par les images de ce week-end sur les Champs-Élysées, sidéré peut-être aussi que ça a pu encore se produire, ça s'est produit tant de fois et ça avait suscité tant de débats. Peut-être un commentaire sur cette question-là? Oui, parce que si vous voulez, le mouvement des Gilets jaunes, consubstantiellement, est associé à la violence. Alors je ne dis pas qu'il produit en tant que tel de la violence, mais il y est associé depuis le début, depuis novembre-décembre. Donc c'est là quand même une des caractéristiques de ce mouvement qui se différencie quand même très clairement de mai 68 et d'autres mouvements sociaux plus habituels. Ah, mai 68, il y avait quand même de la violence. Oui, mais peut-être pas aussi systématique. Déceler des pavés pour les envoyer sur les CRS, c'est quand même quelque chose qui date dans l'imaginaire de mai 68. C'était de la contestation contre l'autorité, contre l'État, contre De Gaulle, contre le gaullisme. Mais là, on a quand même un mouvement dont la violence est plus ou moins, développée et canalisée par des mouvements de l'ultra-gauche, par des black blocs, etc., qui instrumentalisent les Gilets jaunes, donc qui se servent des Gilets jaunes comme un prétexte pour effectivement mener une violence de type politique contre le capitalisme, contre les institutions comme les banques, etc. Et en même temps, cette instrumentalisation est double, parce que vous avez de l'autre côté des gilets jaunes qui sont très ambigus, c'est-à-dire que vous avez grosso modo trois groupes de gilets jaunes. Vous avez ceux qui refusent totalement la violence et qui la récusent. Vous avez ceux qui disent finalement on a obtenu quand même des choses Emmanuel Macron grâce à la violence, donc pourquoi pas, après tout ça peut être intéressant. Et puis il y a ceux qui participent ou qui regardent ça d'un œil assez complaisant, donc si vous voulez, ou qui appellent à la violence, comme ça a été le cas évidemment avant samedi dernier. Donc si vous voulez, vous avez une ambiguïté de fond dans ce mouvement qu'on ne retrouve pas dans les autres mouvements sur le plan historique de l'histoire politique et qui quand même a... Vous montez en épingle la casse de matériel, de boutiques, la casse d'une banque. Je condamne les actes violents, je ne condamne pas les personnes. Ce sont des personnes qui sont radicalisées parce qu'elles n'en peuvent plus. Et je salue Micheline et Justine qui viennent nous rejoindre dans cette émission. Micheline nous demande, il faut donner la parole aux Gilets jaunes. Macron ne devrait-il pas recevoir une délégation pour calmer les choses? Justine, pour moi, les Black Blocs sont les seuls à accuser. On y revient dans une deuxième partie, justement, dans la deuxième partie de ce débat. Vous continuez à commenter, vous réagissez, par exemple, aux questions de Micheline et Justine, et peut-être à ce que vous avez entendu de la part de Sophie Tissier. Bonjour, Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Alors, Jérôme Sainte-Marie, vous le connaissez, si vous êtes un habitué des décrypteurs, ou une habituée des décrypteurs, puisque Jérôme Sainte-Marie nous fait l'honneur de venir un certain nombre de fois. Il est politologue, il dirige Pollingvox et on rappelle son dernier livre, Le Nouvel Ordre Démocratique. J'allais dire, nous y sommes. Quand on voit, Jérôme, les violences qui ont eu lieu ce week-end, le déclin de la mobilisation, est-ce que justement ces violences, est-ce que ça n'achève pas de tuer ce mouvement ? Alors, avant de tenter une analyse, il faut quand même revenir aux faits. La première chose, c'est les chiffres de la participation. Vous l'avez dit, ce sont des chiffres officiels. Dans ces deux mots, un seul est juste, c'est officiel. Les chiffres sont faux. Ils sont délibérément faux. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? C'est très simple. J'ai assisté à beaucoup de manifestations, y compris les foulards rouges, ou le Rassemblement de la République, etc. Si vous comparez les lieux en comparaison, c'est très net. S'il y a eu 10 500 foulards rouges, par exemple, il ne peut pas y avoir eu moins de 10 000 personnes sur les Champs-Élysées samedi. Et c'est normal d'ailleurs, un ministre... La foulard rouge, c'était les pro-Macron. Voilà. Mais c'est tout à fait normal d'ailleurs, la police compte, le ministère de l'Intérieur communique. Donc on n'a jamais cru, depuis que j'observe la politique, les journalistes n'ont jamais cru, jusqu'à présent, les chiffres officiels. Deux questions. Est-ce que, pour vous, quels sont les vrais chiffres ?
et question subsidiaire, est-ce que la mobilisation décroît ou elle augmente? Alors je ne pense pas, si vous voulez, que la police française, même si les effectifs n'étaient pas très nombreux samedi sur les Champs-Élysées, se laisse déborder par quelques milliers de personnes simplement. Ça va même leur faire offense que de le penser. Donc je pense qu'il y avait entre 20 et 30 000 personnes probablement sur les Champs-Élysées. C'est pas énorme pour une manifestation parisienne, mais c'est beaucoup plus que ce que l'on dit, et ça explique aussi les difficultés du maintien de l'ordre. C'est pas un problème de doctrine. C'est pas un problème de doctrine. Voilà. Alors après, dans quel sens ça évolue? Moi, je ne vois que ce qui se passe à Paris. Mais encore une fois, quand je vois ce que l'on fait dire aux chiffres à Paris, je suis très sceptique sur ce que les chiffres qui sont communiqués en province. Et donc, à partir de là, c'est très important. Ouais. C'est très important parce qu'on regarde la tendance, est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse, etc. Donc, je pense qu'effectivement, on était revenu à des effectifs sur les Champs-Élysées samedi et à un style de manifestation, voire d'émeute, qui ressemblait à ce qu'on avait connu le 1er et le 8 décembre. Macronienne qui consiste à dire c'est moi ou le chaos. Alors, avec à la limite des commentateurs qui commencent à se poser des questions en se demandant si, dans le fond, c'est pas un petit peu la politique du pire. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu intérêt à laisser les choses dégénérer pour que le chaos soit tel que le recours soit évident? Jérôme? Oui, je ne vois pas très bien ce que peut faire désormais l'exécutif. Ils ont été élus sur une politique libérale avec des engagements européens et ils vont continuer à servir ses intérêts. Ils n'ont pas le choix parce que sinon, leur bloc initial d'environ 25% des Français... Vous ne pensez pas comme Éric Zemmour que, par exemple, ils ont commencé à changer de logiciel avec l'annonce du plan des 10 milliards? Mais pas du tout. Pas du tout. Non, au niveau des aspects structurels, les privatisations, l'assouplissement, la mise en conformité de la France par rapport aux exigences de la Commission européenne et des marchés financiers continuera. Donc, qu'est-ce que ça va produire? Il y a une bonne partie de l'opinion qui n'est pas réceptive à ce genre de choses, qui pense même que ça se fait contre ses intérêts. Donc on assistera très logiquement, on y est déjà d'ailleurs, dans une forme de montée aux extrêmes. Et donc on va aller vers toujours plus de répression, à la fois policière, judiciaire, et puis de contrôle de l'information. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il peut espérer constituer un bloc peut-être minoritaire, mais suffisant, et avec tous les moyens de l'État, pour justement se maintenir et triompher. Justine nous dit à propos des violences de samedi, pour moi, j'imagine que vous allez réagir, mais pour la question de Justine, pour moi, les Black Blocs sont les seuls accusés. Vous qui étiez sur les Champs-Élysées? Non, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, c'est que vous avez, enfin je crois, en tout cas, c'est pas ce que j'ai observé. Vous en avez vu? Mais évidemment, ce que j'ai observé, alors c'est très différent par rapport à début décembre. Il y a deux différences majeures. Début décembre, effectivement, alors que M. Castaner mélangeait tous les casseurs dans le même sac, à l'époque, il avait tort. On voyait bien que les pillages, c'était des bandes venues de banlieue en fin de cortège, enfin en fin de rassemblement. C'était pas les gilets jaunes. On voyait bien qu'il y avait des Black Blocs moins nombreux et surtout beaucoup plus isolés par rapport aux gilets jaunes. Mais aujourd'hui, si vous dire, ce qui était faux dans la parole du ministre de l'Intérieur début décembre est devenu vrai au bout de 3 mois. Et en grande partie d'ailleurs grâce à lui, puisqu'au fond, vous avez eu une telle, comment dirais-je, il y a une forme de répression, enfin on peut utiliser le terme, je crois, c'est encore légal, donc qui fait qu'effectivement il y a des blessés, il y a des milliers d'interpellations, etc. Il y a une radicalisation qui fait qu'aujourd'hui, d'une part, les pillages qui ont été, et les saccages qui ont eu lieu aux Champs-Élysées, mais pas seulement aux Champs-Élysées, aussi dans Paris, il faut voir ce qui s'est passé jusqu'en fin d'après-midi, et bien là, il y avait une forme de tolérance des gilets jaunes qui étaient là, voire un accompagnement. Et de la même manière, ce que j'ai vu qui était très surprenant, quand les Black Blocs ont remonté les Champs-Élysées au milieu de l'après-midi pour aller affronter les policiers qui étaient autour de l'Arc de Triomphe, non seulement ils n'étaient pas snobés, si j'ose dire, par les gilets jaunes, mais ils étaient applaudis. Il y a des vidéos qui le montrent d'ailleurs. Et là, c'est bien cette radicalisation, mais j'insiste sur le fait que cette radicalisation ne vient pas seulement du côté des gilets jaunes. On ne peut pas faire l'impasse sur les blessés, sur les personnes interpellées, sur les personnes qui ont des amendes, et sur une forme de dureté, notamment sur les ronds-points, on en parle très peu, qui fait qu'il n'y a plus tellement de débouchés et qu'on arrive à cette forme de légitimation de la violence dans les milieux populaires. Vous confirmez ce que dit? Et ça répond peut-être à une question du commentaire qui nous demande, les gilets jaunes d'hier ne sont-ils pas simplement une minorité de gilets jaunes radicalisés et proches de l'extrême gauche? Oui, sans doute, mais si vous voulez, ce qu'on doit surtout... Enfin, en termes d'analyse politique, moi je me situe plutôt sur ce terrain-là, je dirais que quand même on assiste au retour de la violence dans l'histoire politique. C'est quand même quelque chose qu'on avait oublié depuis la guerre d'Algérie. C'est quand même vraiment, je dirais, une malheureuse innovation sous la Ve République. Donc ça nous ramène quand même à des périodes extrêmement sombres, extrêmement dures de l'histoire politique française. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu le rappel que la politique, c'est pas simplement forcément un jeu aimable.
L'État a le monopole de la violence légitime, disait Max Weber. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'au fond du fond, il y a toujours des violences dans le politique et dans la politique. Et là, ça nous le rappelle évidemment de manière très brutale. Cela étant, après, on peut donner des étiquettes, etc. Mais globalement, on a une violence anticapitaliste qui se revêt quand même, peut-être aussi ce sont des prétextes, d'un argumentaire idéologique assez puissant. Juste un petit point, je suis quand même très sceptique, je me permets de vous le dire, monsieur Le Rouban, sur cette légende dorée, en quelque sorte, de 68, qui aurait été un truc très sympa. Toutes les images que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu lire sur à la fois mai 68 et les années qui ont suivi, eh bien, il y avait à l'époque des cocktails Molotov jetés sur les forces de l'ordre. Ça n'existe plus. Il y avait dans les manifestations ouvrières, jusque notamment à Longwy, mais même toute cette période-là, des jets de boulons. C'est la première fois de ma vie, à vrai dire, samedi, que j'ai vu des jets de pavés. C'est effectivement très impressionnant, mais on ne peut pas, si vous voulez, à la fois avoir le culte du pavé 68 heures et du cocktail Molotov et dire qu'il n'y a jamais eu autant de violence depuis la Ve République. Non, les manifestations aujourd'hui, à ma connaissance, sont infiniment moins violentes que dans ces années-là. Oui, vous avez raison, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, en termes, je dirais, d'analyse politique, vous avez là, franchement, une violence qui touche même au système démocratique lui-même. C'est-à-dire qu'il s'agit de rejeter la représentation. Il s'agit de rejeter pas seulement la Ve République. Le service d'ordre de la LCR, il ne s'agit pas simplement... Oui, mais justement, le problème, c'est que ce n'est pas la gauche, là. Voilà, le problème, c'est qu'il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion des partis de gauche du mouvement. Et là, et c'est là où le malaise se crée, c'est qu'on a quand même le sentiment d'un mouvement qui remet en cause les fondamentaux de la démocratie représentative au-delà du clivage gauche-droite. Et c'est là où il y a des grosses différences avec mai 68 et avec d'autres mouvements sociaux. Guillaume, juste, ça repose une autre question qui est quand même assez spécifique depuis le début du mouvement, c'est celle de l'interdiction des manifestations. Aucune des manifestations qui ont eu lieu, ou très peu, ont été autorisées, en tous les cas, et même déclarées, et pourtant on a continué à faire, est-ce qu'il n'y a pas eu un précédent? Et Marine nous demande, que je ne maîtrise pas, mais j'ai été frappé par la faiblesse des effectifs autour des Champs-Élysées. On le voit d'ailleurs sur les images qui ont été filmées. Juste une autre question, puisqu'on l'a abordé tout à l'heure, Guillaume, entre Nunes et Castaner, qui fait quoi? Est-ce que mettre un tel attelage à la tête de l'intérieur est efficace? Je ne sais pas si vous pouvez répondre sur le plan technique, en tout cas sur le plan politique. Un attelage au ministère de l'Intérieur, ça c'est déjà vu. Je ne sens pas sur la question. La question de la crédibilité de l'exécutif, elle est posée à l'ensemble de l'exécutif, qui est un ou deux ministres, dont un qui vient de la police, qui semble quand même bien connaître cela. Bon, mais pour l'opinion, le ministre de l'Intérieur, c'est Castaner. C'est sur lui quand même que se concentrent les interrogations ou les doutes. Voilà. Jean-Michel, ce sera la dernière question, nous pose cette question. Le problème n'est-il pas l'inanité du débat politique inhérente à la Ve République? Oui, c'est une question très vaste, mais je pense que non. Il n'y a pas d'inanité du débat politique sous la Ve République. Il y a un débat réel. La question, c'est que, est-ce que maintenant on n'a pas aussi une demande pour un nouveau parlementarisme, pour davantage de démocratie directe? Ben oui, parce que c'est bien ce qui ressort des contributions au grand débat. C'est-à-dire qu'en deçà même des positions des Gilets jaunes, vous avez une attente majoritaire dans l'opinion et chez les Français pour un débat renouvelé, localisé, décentralisé, davantage de référendums, davantage d'écoute, davantage de pédagogie aussi. Ça, c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans le grand débat, la lisibilité de l'action publique, la pédagogie. Et là, effectivement, il y a un vrai problème aussi. Alors, on l'appelle pudiquement communication, mais il y a un vrai problème de pédagogie, de lisibilité de l'action du gouvernement actuel, ça c'est clair. Moi, je crois exactement le contraire. Je pense que les gens ont très bien compris quelle était la politique, mais elle ne leur convient pas. Ils n'ont pas besoin de pédagogie. Et les gens qui sont sur place, vous savez, les Gilets jaunes, ils ne veulent surtout pas qu'on leur parle de pédagogie, ce ne sont pas des enfants. Vous avez un petit problème quand même qui est posé, c'est l'absence de respiration parlementaire. Parce que les gens ne veulent pas seulement s'exprimer ou être écoutés, ils veulent aussi exercer une forme de pouvoir. Et le fait que l'élection se soit jouée au premier tour cette fois-ci, fait que depuis, et qu'on leur dise maintenant pendant 5 ans, la politique va être menée sans la moindre concession, qu'aucune, pour ainsi dire, aucun texte de l'opposition ne passe, des différentes oppositions ne passent au Parlement, fait qu'effectivement, le pouvoir est totalement monolithique, il s'en est d'ailleurs vanté au début du quinquennat, et que face à lui, il suscite une opposition qui est, d'après les sondages, majoritaire, et qui prend une forme de plus en plus brutale, parce qu'il n'y a pas de soupape, il n'y a rien. Et ce n'est pas tellement au niveau des communes, etc., c'est bien au niveau du Parlement, au niveau de la politique réellement suivie, que là, compte tenu des modes de scrutin, il n'y a pas effectivement d'expression possible d'autre chose que la voix majoritaire. Guillaume, vous avez le mot de la fin.
Oui, en même temps, la continuité de l'action aussi, une revendication classique des Français qui se plaignent qu'à chaque élection, qu'on soit en campagne permanente. Moi, je pense que le vrai problème d'Emmanuel Macron, et là, je suis en désaccord avec ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'Emmanuel Macron n'a plus les moyens politiques de conduire une politique libérale, pour faire bref. C'est-à-dire que je pense que les grandes réformes structurelles, elles sont terminées et que Macron sera contraint un peu à faire du cabotage pendant 3 ans pour essayer de réformer à minima sans se remettre l'opinion encore plus à dos qu'elle n'est aujourd'hui. Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines heures, en tous les cas, avec les mesures qui doivent être annoncées. Édouard Philippe est en ce moment reçu à Matignon pour présenter justement les mesures du gouvernement, ce qu'il pense être. Et il est reçu à l'Élysée. Merci Guillaume et merci à Stéphane de m'avoir corrigé dans l'oreillette. On va continuer à suivre ça, notamment dans Point de vue ce soir, qui sera présenté par Guillaume Roquette, ici même. Rendez-vous à 17h. Auparavant, dans quelques instants, Rachida Dati est l'invité du talk avec Yves Tréhard. À 13h30, Champions League, on va parler pas mal de foot, à la fois d'arbitrage vidéo, du PSG, OM et également des Bleus qui sont de retour. Et ce soir, rendez-vous avec Audition Publique, l'invité et le nouveau leader du Parti communiste, Fabien Roussel. Demain, on s'interroge sur une autre question qui soulève pas mal de débats, pas mal de polémiques. C'est les rapports de La République En Marche avec la laïcité. Vous restez avec nous, c'est sur Figaro Live et sur le Figaro.fr.